Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouvel épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, moi-même, Anthony Delarenne à l'animation. Aujourd'hui, au podcast, on va vraiment faire une émission 100% MLS. Ça faisait longtemps avec la CONCACAF Champions League qui était arrivée. Alors, on ne parlait pas toujours de MLS, parfois on parlait de Liga MX. Et encore une fois, merci à Axel et Clément d'être venus au podcast. Si vous voulez les suivre, c'est Football Mexicano FR pour ne rien manquer du soccer mexicain. Mais c'est pour aujourd'hui, on est rejoint par Raphaël Croisant. Ça va bien, Raphaël? Salut, ça va très bien, merci, et toi? Ça va très bien, merci. Je suis quand même très excité par le podcast aujourd'hui, car on va parler de rebranding et je pense qu'avec toi, ça risque d'être très intéressant parce que avec toi, on est retourné dans le passé. On a appris comment créer une franchise de MLS et aujourd'hui, j'espère qu'on va apprendre à comment créer un rebranding parfait. Ouais, on va essayer. Exactement, parce que la plus grosse actualité dernièrement à MLS, c'est le rebranding du crew de Columbus. Je crois que personne ne s'en entendait. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et par la suite, on va revenir sur 3 matchs. On enregistre le samedi. Donc, on va parler des matchs de la semaine. 3 matchs, dont Miami, Montréal, Minnesota, Vancouver et San Jose, Seattle. Donc, on peut sauter dans le vif du sujet. Donc, c'est ça, le crew a fait l'actualité avec son rebranding qu'on vous avait annoncé en primaire là, sur Culture Soccer. Premièrement, Raphaël, tu penses quoi du rebranding du crew qui a été fait? Alors moi j'ai été comme tout le monde, je pense assez surpris du timing en plus. Et je suis assez déçu de ce rebranding. On rentrera un peu plus dans les détails du sujet après, mais voilà, le Columbus Crew est devenu le Columbus SC. Donc c'est un peu dommage de dégager cette partie de l'identité du crew, même si ça va rester a priori un surnom du club. C'est un peu dommage de s'en séparer. Je suis assez déçu par rapport à ça. En revanche, bon, j'ai vu pas mal de critiques sur le logo. Moi, je suis un peu plus réservé. Je pense qu'après, c'est normal, au début, il y a toujours des critiques, forcément, mais je pense qu'avec le temps, si c'était que le logo, ça aurait pu le faire. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment nouveau en MLS. Ben, c'est arrivé dans le passé que des clubs ont changé de nom rapidement comme ça. J'ai en tête les Dallas Burns qui sont devenus le FC Dallas, les Wizards de Kansas City qui sont devenus le Sporting Kansas City, ou même les Metro Stars qui sont devenus les Red Bull, le Clash qui sont devenus les Earthquakes. Donc, ça arrive quand même souvent, mais récemment, c'était pas arrivé beaucoup à part le CF Montréal. Et justement, ça arrive dans l'espace de 6 mois. Euh, est-ce que toi, tu crois que c'est la Ligue qui a poussé ce rebranding-là? Parce qu'il y a quand même beaucoup de rebranding récemment à MLS. C'est ça? Est-ce que tu penses que la Ligue est un peu derrière le tout? Ouais, je pense que la Ligue a forcément un rôle à jouer. Quand on connaît le fonctionnement de la MLS, on peut facilement penser que la Ligue a son mot à dire et que c'est assez important de les écouter. Après, bon, on a vu, enfin, à chaque fois, les rebrandings, c'est pour européaniser les noms. On se rend compte que, enfin, c'est ce qui faisait le charme un peu des clubs de MLS, c'est que leur nom était un peu, comment dire, un peu différent. On a encore le Galaxy, par exemple, qui est un nom qu'on ne va pas retrouver dans d'autres pays. Et là, tous les clubs, tous les rebrandings, souvent, c'est pour se transformer en un truc beaucoup plus courant qu'on peut retrouver dans les clubs européens, football club, bon, soccer club en l'occurrence, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis. Mais voilà, c'est toujours pour normaliser un peu le nom du club et enlever cette partie un peu qui faisait la différence, selon moi, du nom des clubs de MLS. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'un nom comme l'Impact de Montréal, c'était assez original et tout. Parce que c'est vrai, tu apportes un point qu'en Europe, on voit du rebranding. Le premier, ça a été la Juventus, tu sais, qui est devenu, qui a eu un logo un peu plus moderne. Après ça, il y Mm. a le Stade de Reims, le FC Nantes qui ont changé de logo, mais ils ont toujours gardé le même nom, tandis que je pense qu'est-ce qui ne fait pas passer la pilule du côté des fans de MLS, c'est que
c'est comme si tu avais une toute nouvelle franchise parce que le logo change et le nom change. Fait que peut-être que ça fait beaucoup en même temps. Ouais, c'est sûr, je suis totalement d'accord. Après, alors la Juventus, il y a eu beaucoup de critiques au moment où ils ont changé de logo. Je crois que dernièrement, ils ont changé aussi le nom. C'est plus Juventus Football Club, c'est juste Juventus. Donc ça aussi, c'est pas mal de changements. Alors, c'est passé au tout début Juventus de Turin Football Club. Et ensuite, ils ont enlevé la ville pour se détacher justement de la ville et faire un club plus global. Et après, ils ont enlevé même cette partie Football Club pour vraiment devenir une marque à part entière. Parce que bah, la Juve, aujourd'hui, ils vendent des vêtements. Ils ont vraiment développé leur marque de vêtements, etc. Donc ils veulent vendre en fait cette marque comme on pourrait acheter, je sais pas, du Adidas, du Nike. Donc c'est aussi ça, cette particularité. Alors après, c'est pas du tout le cas de ce qui s'est fait en MLS où là, pour le coup, les clubs, bah, on veut. En fait, c'est peut-être sûrement la Ligue a fait ça pour qu'on puisse se dire, bon, bah, l'Impact de Montréal, si rien qu'en entendant le nom, si je connais pas le soccer, je sais pas ce que c'est. Et là, du coup, on va savoir que c'est un club de football, par exemple. Donc, c'est aussi ça, je pense, qui fait la différence. Ouais, et justement, cette partie-là d'internationalisation, euh, est-ce que tu penses qu'elle était vraiment nécessaire en MLS actuellement, là? Parce que tu sais, il y a quand même beaucoup d'équipes qui changent de nom. Est-ce que tu penses que ouvrir le marché international est plus important que, on pourrait dire, plaire aux supporters présents sur place? Bah, moi, je pense pas. Alors, ça dépend des franchises. Il y a des franchises qui ont déjà une très grosse réputation à l'étranger, comme le Galaxy, l'Inter Miami par rapport à Beckham, les Sounders. Mais justement, enfin, les Sounders et Galaxy, ils ont leurs noms qui sont propres et qui sont reconnus maintenant. Donc, pour eux, je pense que ce serait vraiment dur de changer et le rebranding, ce serait pas efficace du tout. Et en revanche, en ce qui concerne Montréal et le Crew, pour moi, c'est pas forcément la priorité parce que le développement international, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui les concerne. Quand on voit le fonctionnement des sports aux États-Unis, euh, bah, on se dit que la MLS serait mieux de travailler déjà sur son propre terrain parce qu'il y a d'autres compétitions, d'autres compétiteurs qui sont pas forcément des clubs de football, mais ça va être du football américain, ça va être du baseball, du basketball, et tout ça, c'est d'autres clubs qui vont entrer en concurrence. Et c'est des supporters potentiels qu'on peut attirer au stade. Donc, et c'est ça, enfin, c'est ça, je pense, qui va faire la différence, pas forcément les supporters à l'étranger, parce que en plus de ça, il faudrait une ligue qui soit très compétitive par rapport à la Première Ligue, par rapport à la Liga, par rapport à la Serie A, ou même la Ligue 1 ou la Bundesliga. Donc, en fait, à ce niveau-là, c'est pas vraiment le nom qui ferait la différence. Je pense que c'est plutôt, bah, si la MLS veut vraiment s'internationaliser, faut bah, vraiment aller à fond dans ce système européen. Et c'est pas vraiment l'objectif, je pense, de la MLS de continuer et de transformer le format de sa compétition comme un championnat européen. Ah, ben on le sait pas, hein, Raphaël. Peut-être que l'année prochaine, Peut-être. la promotion-relégation va arriver. Mais c'est vrai, tu as apporté un bon point que, par exemple, un club comme le CF Montréal a pensé à un rebranding peut-être un peu plus international, alors qu'il ne s'est peut-être pas forcément encore complètement imposé dans sa ville. C'est ici, dès qu'il y a une mini-nouvelle sur le Canadien de Montréal, l'équipe de la LNH, ça Mm. fait les manchettes, tandis que si le CF Montréal gagne, on entend à peine parler dans les médias. Donc, tu sais, il y avait encore, il y avait encore de l'amélioration à faire sur son propre marché avant de penser à vendre des t-shirts en Oui, France c'est ou sûr. ailleurs. C'est sûr, parce que quand on voit, par exemple, bon, on a parlé de Juventus tout à l'heure, mais c'est un bon exemple. Parce qu'avant de se transformer, de faire leur rebranding, ils étaient déjà très, très fortement implantés à Turin, même s'il y a l'autre club de la ville, le Torino FC. Mais à partir de ça, enfin en Italie, en tout cas, ils étaient très fortement implantés. C'est le club le plus populaire d'Italie. Ils sont très présents dans toutes les régions. Et ensuite, ils ont développé à l'international en faisant ce rebranding. Et du coup, la stratégie est différente là parce que bah, il manque ce palier, selon moi, ce socle qui est bah, d'être très présent à domicile, quoi. Oui, et donc, avant de continuer sur le rebranding en général, j'aimerais ça peut-être qu'on revienne un peu sur le Columbus SC désormais. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé de ce rebranding et qu'est-ce que tu as moins aimé?
on va peut-être rentrer plus en détail, là. Ouais, alors moi personnellement, j'ai bien aimé le nouveau logo. Je trouve que ça change, c'est quelque chose d'assez moderne et qui peut, à mon avis, rentrer facilement dans les têtes. Et ça, moi personnellement, ça me choque pas. Je pense qu'avec le temps, les supporters peuvent s'habituer à ce logo et de toute façon, les logos, on a toujours connu des changements de logo, que ce soit dans les clubs même européens qui ont toujours évolué à ce niveau-là. Donc, du coup, un nouveau logo, c'est sûr qu'au début, c'est toujours un peu compliqué, mais généralement, il peut se faire adopter assez facilement. Et puis, si les résultats suivent, etc., bah, les résultats de l'équipe, l'amour pour l'équipe l'emporte. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, je trouve ça dommage d'enlever la partie crew du nom, parce que c'est vraiment ce qui faisait une différence, et c'est vraiment comme ça que se reconnaissent les supporters, c'est comme ça qu'ils appellent le club entre eux. Donc, quand on change ça, c'est comme en fait dire aux supporters, bah, ok, on vous enlève du projet parce que vous vous reconnaissez en tant que le crew, bah, nous on enlève le crew du nom, donc forcément, au bout d'un moment, les supporters bah, peuvent se demander ce qui se passe et c'est tout à fait logique parce que bah, quand on est supporter d'un club, on est prêt à faire certains sacrifices, je pense, mais par contre, si on se sent exclu par son propre club, bah, ça devient tout de suite plus compliqué dans la relation avec la franchise. Donc, pour moi, c'est vraiment dommage d'avoir enlevé cette particule-là. Et je pense que c'est surtout après, en plus, on a vu le mouvement Save the Crew il y a quelques années quand le club a fait déménager. On a vu que les supporters l'avaient remporté là-dessus. Mais là, c'est dommage bah, d'avoir fait tout ça, d'avoir finalement réussi à maintenir le club à Columbus et d'avoir en plus connu les succès avec la MLS Cup pour finalement après bah, faire bah, changer complètement cela, quoi. Oui, c'est ça, le timing est quand même étrange. Le champion en titre fait un rebranding et c'est quelques années après le Save the Crew. Donc, c'est un drôle de timing pour changer l'identité de la franchise. Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être euh, avoir un nom plus international, donc Columbus SC, pour augmenter la visibilité à l'international. Mais j'ai l'impression que pour ceux qui suivent bien la MLS, pour les fans, qui vont aller au match. J'ai l'impression que peut-être c'est ça, pour la promotion locale, le The Crew va être vraiment mis de l'avant. Moi, c'est peut-être c'est ça que je pense qui va arriver. Il va comme avoir deux types de marketing, un marketing international avec le Columbus SC et un marketing local que le Crew va être plus mis de l'avant. Ouais, c'est possible. Après, oui, après, ce serait pas illogique. De toute façon, ils ont dit qu'ils allaient garder le coup comme surnom. Donc, effectivement, ce serait pas illogique, surtout qu'on a vu dans la vidéo de rebranding, qui est plutôt pas mal, d'ailleurs, je trouve, c'était bien fait. Mais par contre, j'étais un peu confus parce que à la fin, à toute fin de la vidéo, ils disent nous sommes le crew, nous sommes le Columbus SC. Alors, du coup, effectivement, bah, ils viennent d'enlever cette partie-là, mais ils disent nous sommes le crew. Donc, pour moi, c'est un petit peu. Ouais, j'étais un peu confus quand, quand j'ai vu cette vidéo. J'ai dit, bon, bah, en fait, ils ont changé de nom ou ils ont laissé le crew? Comment ça se passe? Exact. Ben, en fait, j'ai l'impression pour ceux qui suivent la MLS, le Crew de Columbus, c'est une marque aussi forte que les Galaxy ou les Sounders de Seattle. Mais pour ceux qui ne suivent pas la MLS, c'est vraiment un cran en dessous. Mais pour revenir sur le logo, je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, mon premier avis était assez négatif. Mais quand j'ai vu le rendu du logo sur un maillot, des choses comme ça, j'ai commencé à l'aimer. Moi, c'est surtout la police d'écriture, le Mm. Columbus, que je trouve très bien, très original, qui s'implante bien dans la forme atypique du logo. Donc, ça, j'ai vraiment bien aimé. Et honnêtement, je pense que certains disent que c'est le pire rebranding. Ils disent même que c'est pire que le Fire, pire que le CF Montréal. Mais moi, honnêtement, je pense que c'est un rebranding que les partisans peuvent apprécier dans un futur proche. Disons ça comme ça. Ouais, oui, je suis assez d'accord là-dessus. Après, pour moi, enfin, en fait, il y a deux rebrandings en un. Il y a le logo, il y a le nom. Et je pense que le logo, si ça, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça avait été que le logo, ça aurait pu le faire parce que les changements de logo, il y en a toujours eu. Et au début, c'est toujours un peu compliqué, mais à la fin,
bah, les gens s'adaptent et finalement ça leur convient, ça leur plaît, etc. Par contre, le nom, il faut voir comment ils s'en sortent avec leur promotion locale. Mais si jamais à terme ils font disparaître complètement le crew, ce serait vraiment dommage. Et je pense que ce serait se mettre à dos certains supporters, en tout cas les exclure du projet. Ouais, exact. Et ben maintenant, si on revient avec un regard plus général sur les rebrandings en MLS, c'est ça, depuis quelques années, il y en a quand même eu plusieurs. Il y a eu Houston, il y a Mm. eu Montréal, comme on a dit, il y a eu Chicago. Plus récemment, c'est ça, il y a eu le Crew de Columbus, qui est donné le Columbus SC. Euh, pour toi, c'est lequel ton préféré dans les rebrandings des dernières années? Admettons, si on exclut les expansions, là. Ouais, bah alors moi j'ai bien aimé celui de Montréal. Alors après, c'est un avis personnel, mais je trouve en fait que c'est bien passé en fait. Que finalement, c'était très compliqué au moment de l'annonce, je pense, mais que finalement c'est bien passé. Le logo, ils ont réussi à reprendre des éléments qui parlent aux supporters dans la conception du logo. Alors après, bon, c'est toujours pareil, les logos, on peut dire, on peut faire interpréter n'importe quoi dans un logo en disant en fait ça représente tel truc, etc. Mais je trouve que c'est plutôt bien respecté. Et après, je pense que c'est aussi peut-être, pour le cas de Montréal, c'est peut-être aussi un nouveau départ, parce qu'on a senti que le club, ces dernières années, aussi bien sportif, c'était plutôt compliqué, ça stagnait un peu. Et là, ça permet de dire, bon, bah là, on repart sur une nouvelle base, et c'est un nouveau départ. Et en plus, les résultats de début de saison suivent plutôt pas mal. Donc je pense que en fait, le fait d'avoir changé à ce moment-là et ensuite d'avoir des bons résultats, ça a pas mal aidé le club et je pense que c'est une très bonne chose pour eux. Oui, Et après, oui, vas-y, oui, vas-y, continue. non, et après, sinon, je complète un peu le truc, mais c'est celui qui m'a plutôt le plus déçu pour l'instant, ce serait bah, le Crew justement parce que en tant que fan de MLS, bah, moi, enfin, je dis rarement Columbus, d'ailleurs, je dis toujours le Crew. Donc, c'est vraiment bizarre de se séparer de ça. C'est comme si demain, le Galaxy, ça devenait, je sais pas, bon, le LAFC, c'est déjà pris, mais un autre nom du genre. Donc, voilà. Ouais, ben, moi, quand j'ai appris le rebranding, du coup, je me suis dit, ah oui, on va revoir l'ancien logo avec les trois gars. Ouais, c'était Je me pas suis mal. dit, après avoir gagné, on retourne dans le vrai crew. Ça aurait été beau. Ça, je pense que les supporters l'auraient apprécié. Mm. Mais moi, pour ma part, un rebranding que j'ai bien aimé, c'est celui de Austin. Un peu comme les mêmes raisons que tu as données pour Montréal, je trouvais que après quelques années difficiles, ça permettait un renouveau. Deuxième année de Fab Ramos, peut-être un effectif un peu plus jeune du côté de Houston. Et un peu comme Montréal, qui sont premiers en ce moment, Houston est quatrième avec 2 victoires, 2 défaites, deux victoires, 2 nuls et une défaite. Donc ça va quand même bien. Et les sports, j'ai pas vu j'en ai vu des mauvaises critiques sur le logo de Houston, mais j'ai l'impression qu'il a quand même été accepté parmi les supporters, même si on s'entend à Houston, il n'y a pas beaucoup de supporters au stade. Mm. C'est pas les plus volubiles sur Twitter, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est que leur rebranding a été en adhésion avec le rebranding de leur équipe féminine de NWSL. C'est vraiment deux logos qui se complètent très bien. Donc ça, j'ai vraiment aimé. C'est que les propriétaires n'ont pas juste pensé à l'équipe masculine. Ça a été vraiment un processus complet pour les deux clubs. Donc ça, j'ai quand même vraiment aimé ça. Il y a peut-être le petit éclair que j'ai pas tout compris, mais peut-être qu'ils font de l'électricité à Houston. Il faudrait faire des recherches. Faut rechercher. Non, dans Houston, c'est plutôt une ville plutôt spatiale normalement, mais donc ouais, je sais pas. Il aurait dû mettre des étoiles. Ouais, surtout qu'il y a Mais les autres clubs de Houston, c'est les Rockets par exemple, donc ça a toujours un lien avec l'espace. Donc ouais, je sais pas. Il y a sûrement une raison qu'on connaît pas. ça aurait pu être intéressant. Sinon, celui que tu as le moins aimé, toi, tu disais que c'était le Crew, c'est ça?
Ouais, le Donc, crew, pour les raisons que j'ai expliquées, effectivement, le fait d'abandonner cette partie du crew. Euh, après, en fait, c'est pareil. Le rebranding, je le découpe en deux, le logo et le nom. Le logo, j'aime beaucoup et le nom, j'aime beaucoup moins. hum. Moi, au niveau des logos, c'est le Fire de Chicago. Je suis encore traumatisé par ce logo. Je pense que je vais jamais m'y faire et heureusement que le Fire a écouté ses partisans, a écouté ses supporters et on va avoir le droit à un rebranding. Donc, si les supporters de Columbus crient assez fort, on va peut-être avoir un nouveau rebranding dans les prochaines années. Et ça ferait pas changement de Columbus car le dernier rebranding était quand même récent de 2015. Donc, Mm. si on suit la tendance, on devrait avoir un nouveau rebranding autour de 2025-2026. Ouais, on verra. C'est vrai que les supporters, au final, c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui consomment, c'est eux qui vont au stade, c'est eux qui vont parler du club. Et si on s'en sépare, c'est toujours délicat de faire un rebranding et de s'assurer que les supporters vont suivre. Parce que c'est vraiment ce qui est important, et surtout au niveau local. Là, on s'attend à avoir du public qui revient dans les stades de plus en plus, donc il va falloir compter sur les supporters, et ce ne sera pas les supporters qui habitent en France, en Europe ou je ne sais où qui vont pouvoir venir tout de suite, ce sera que ceux qui sont là au niveau local. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait un rebranding. Exactement. Et maintenant, peut-être une question plus légère. Pour toi, c'est quelle équipe qui va faire le prochain rebranding en MLS, le prochain changement d'identité? C'est une bonne question. Je réfléchis un peu. Moi, Euh, moi, rapidement comme ça, j'avais pensé aux New England Revolutions, les Revolutions de la Nouvelle-Angleterre, parce que c'est la seule équipe des équipes originales de 96 qui a gardé pratiquement le même logo. Donc, ça serait intéressant de voir un rebranding des Revs, surtout que j'ai l'impression que les gens ont jamais vraiment adoré le logo. Donc, peut-être pas changer le nom, mais changer le logo des Revs de la Nouvelle-Angleterre, surtout s'il y a un projet de stade qui s'en vient hmm. prochainement. Je pense que tout faire en même temps, ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas si tu es du même avis. Si, si, c'est vrai que je suis totalement d'accord là-dessus. Ça pourrait être une bonne idée de rafraîchir un peu cette franchise parce que c'est une franchise, mine de rien, qui est historique en MLS et qui a pas, qui commence un peu à vieillir, à manquer un peu de souffle au niveau, je pense, de l'aura que ça peut avoir au niveau national et même international. C'est pas une équipe dont on va beaucoup parler. Donc forcément, oui, je pense que ce serait un bon truc, enfin un bon truc de changer au moins le logo, voire après le nom. Bon, ça c'est toujours délicat, mais au moins le logo ce serait intéressant. Après, j'avais pensé aussi aux Rapids de Colorado. Ça pourrait être aussi, je pense, une franchise qui serait susceptible, pourquoi pas, de changer de nom pour pareil, pour les mêmes raisons, devenir quelque chose de beaucoup plus euh, international avec seulement, je sais pas, Colorado SC ou quelque chose comme ça et enlever ce côté rapide. Donc, on verra. Je pense que, mais c'est vrai que si je devais mettre une pièce, je ferais comme toi. Je pense que je mettrais plutôt sur les rêves, effectivement. Sinon, peut-être le Real Salt Lake avec les nouveaux acheteurs qui vont arriver bientôt. Ça pourrait être une idée parce que, en fait, j'aime le nom du Real Salt Lake, mais la base du nom est c'est vraiment absurde. Dans le fond, c'est quand le propriétaire qui a lancé le Real Salt Lake était fan du Real Madrid. Donc, Mm. il a décidé d'appeler ce club le Real Salt Lake. Donc, je ne suis pas contre le nom, mais juste à cause de l'origine du nom, je serais pour un rebranding. Ouais, et puis ce serait en plus, enfin, ce serait intéressant parce que il serait obligé de rebrander aussi le club de USL parce que il s'appelle Real Monarch. Donc Ouais. ce serait intéressant de aussi voir comment le club ferait pour se faire un rebranding global. Du coup, ce serait presque obligatoire. Donc ce serait vraiment intéressant de voir si jamais, je sais pas, le club adopte un nom unique pour les deux avec comme le LA Galaxy.
LA Galaxy et LA Galaxy 2, et voilà. Ou alors en gardant toujours une petite différence, un petit clin d'œil, mais un peu différent. Donc ce serait aussi intéressant de voir ça, effectivement. Exactement. Donc, j'espère que la MLS nous a écoutés. Plusieurs rebrandings intéressants. Mais on s'entend, Raphaël, dans les rebrandings qu'on a vus récemment, souvent, qu'est-ce qui a accroché le plus négativement? C'est le fait que les supporters n'aient jamais été consultés. Donc, on s'entend pour avoir un rebranding réussi, il faut parler aux supporters à un moment du processus, hein? Ouais, tout à fait, parce que, comme on l'a beaucoup dit, c'est pas que c'est eux qui font vivre le club, c'est quand on parle, ceux qui consomment. Donc, c'est hyper important de les avoir avec soi quand on fait un rebranding, quand on fait d'ailleurs, pas que pour le rebranding, pour d'autres projets, pour un nouveau stade, pour d'autres choses, c'est hyper important de pouvoir les consulter. Et en plus de ça, ça permet, quand on annonce un logo ou un rebranding, on dit voilà, ça c'est notre nouveau logo, c'est ce qu'on a choisi, c'est notre nouveau nom, et on l'a choisi avec nos supporters. Et du coup, on peut rien dire parce que c'est les supporters qui ont choisi. Il y a eu, c'est entre guillemets la démocratie des supporters qui a choisi ce qui allait se passer. Et du coup, ça évite d'avoir cette déferlante-là un peu de négativité, de commentaires négatifs sur le nom, sur le logo qui ne convient pas à telle personne ou à d'autres. Parce que si c'est les supporters qui l'ont choisi, après, forcément, ça peut que convenir. Après, il ne faut pas faire non plus semblant avec les votes des supporters en disant voilà, vous avez le droit entre 8 noms à choisir et au final, c'est pas forcément celui qui a reçu le plus de votes qui gagne parce que ça ne correspond pas forcément à ce que veut faire la franchise ou le club. C'était un peu le cas de Charlotte qui avait déjà presque annoncé le nom avant même d'avoir fait la consultation auprès des supporters. Donc c'est toujours un peu compliqué, je pense, aussi, parce que d'un côté, on a les volontés un peu marketing, on a cette vision-là de vouloir se développer à l'étranger, avoir un nom global, facile, un logo qui puisse s'imprégner très rapidement dans les têtes. Et de l'autre côté, on a les supporters qui veulent retrouver des éléments dans leur nom, dans leur logo, des éléments qui parlent de la ville, qui parlent de l'histoire, qui parlent de différentes choses. Donc c'est toujours un peu compliqué, je pense. On a ces deux courants-là qui s'opposent, mais c'est un peu pareil dans d'autres composantes. C'est pas forcément dans les composantes identitaires, mais même aussi dans l'ambiance du stade, dans dans la configuration d'un stade quand on doit en construire un nouveau. C'est toujours difficile d'échanger avec les supporters parce que certains veulent par exemple la musique plus forte pour le public, pour le show, etc. Alors que les supporters sont plutôt là, non, il faut baisser la musique pour qu'on entende nos chants, pour qu'on entende l'ambiance du stade et pas la musique que vous pouvez passer dans des playlists Spotify. Donc c'est ça qui est toujours un peu compliqué de gérer une relation supporter en tout cas. Oui, exactement. Et pour ceux qui ont adoré cette partie rebranding, je vous invite à aller voir le nouveau branding de la nouvelle équipe qui va commencer en ISA sous peu, le Chicago House Athletic Club, pardon. Vraiment, c'est une équipe que le processus pour choisir le nom a vraiment été pratiquement un concours Twitter. C'était vraiment, en fait, en premier, ils ont demandé à leurs supporters d'arriver avec des noms. Ils ont pris, je pense, les 48 les plus intéressants et ils ont vraiment fait un sondage jusqu'à arriver à 2 noms et ça a été le plus populaire qui a gagné. Ils sont quand même arrivés avec un logo très moderne. Donc, allez voir ça si vous voulez en savoir plus. Mais c'est ça, c'est très intéressant, tout ce qui est branding aux États-Unis et même au Canada, là, mais disons qu'aux États-Unis, avec les centaines d'équipes qu'il y a au niveau pro, semi-pro, on a beaucoup de branding. Ouais, même aussi dans le football féminin, on a connu l'an dernier aussi les Reigns. Du Ouais. coup, Rennes FC qui est devenu OL Reigns, ça aussi c'était assez intéressant et ça correspondait à un changement de propriétaire. Et du coup, d'appartenir à un nouveau groupe de football, c'est un peu dans le même système que le City Football Group, mais voilà, c'est un groupe de football avec l'Olympique Lyonnais en tête. Et du coup, les OL Reigns qui sont maintenant les représentantes, entre guillemets, de l'OL aux États-Unis. Donc, c'est aussi intéressant de voir ce genre de différents processus et les raisons pour lesquelles il y a un branding. Est-ce que c'est pour se développer? Est-ce que c'est pour développer l'image dans le club? Parce qu'en l'occurrence, c'est plutôt l'effet inverse ici. C'est pour aider un club européen à développer son image aux États-Unis que ça a changé de nom. Donc, c'est assez intéressant.
Oui, exactement. Maintenant, on va parler des matchs qu'on a vus cette semaine. On vous rappelle qu'on enregistre le samedi en matinée au Québec, en après-midi en France. Donc, on n'a pas encore vu les matchs de samedi ou de dimanche. Donc, on va vraiment faire un retour sur les matchs de la semaine. Le premier match qu'on voulait parler, c'était l'Inter Miami contre le CF Montréal. Euh, L'Inter Miami avait eu une drôle de off-season avec quelques signatures, mais je pense que personne n'était confiant. Et jusqu'à présent, cette saison, c'est un peu le même pressentiment qui régnait. Pas trop de confiance, tandis qu'à Montréal, le rebranding a vraiment Donner donné des ailes. des ailes au club. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors par contre, au niveau des bookmakers, c'est intéressant de parier contre l'Inter Miami en ce moment parce que c'est des cotes, je pense, enfin surtout en Europe, je sais pas comment c'est aux États-Unis ou au Canada, mais en Europe, l'Inter Miami a une très grosse popularité, une très grosse cote grâce à Beckham et aussi Higuaín, Matuidi qui sont là-bas. Du coup, forcément, les gens connaissent ces noms-là et imaginent que le club va battre à chaque fois son adversaire assez facilement. Du coup, c'est assez intéressant de parier contre eux ou pour des matchs nuls parce que leurs cotes sont toujours élevées. Parfait, c'était la section Section Paris Paris. sportif. Faudra penser à la faire sponsoriser la prochaine. Exactement. Mais c'est ça, comme on le fait depuis les dernières semaines, on va analyser le match en trois phases. Ensuite, on va donner nos tops, nos flops et peut-être une phrase qui représente bien le match. Ben, pour moi, la première phase du match, c'était un début de match sanglant de Bjorn Johnson, l'international norvégien, qui a inscrit ses deux premiers buts en MLS. Et c'était vraiment deux très beaux buts. Et il a vraiment mis tout le monde d'accord. Écoute, même si l'Inter Miami avait une bonne cote, Charles Cross et Gonzalo Pires n'ont rien pu faire face aux géants norvégiens. Qu'est-ce que tu as pensé du début de match de Johnson? Excellent début de match. Je pense que ça aussi lui faisait envie d'inscrire son premier but sur MLS. Donc là, inscrire un doublé, ça va le débloquer, je pense, et ça va permettre de lancer sa saison personnelle à lui. Ça a aussi permis rapidement à Montréal de se mettre à l'abri et de pouvoir ensuite assurer un peu plus son match. Donc non, c'est un très bon début de match pour moi de Johnson. Ils ont été vraiment très efficaces et ils ont vraiment étouffé l'Inter Miami en début de match. Oui, c'est vrai, exactement. Et écoute, après 25 minutes, le 2-0, le CF Montréal a juste bien géré son match par la suite. Mais moi, la deuxième phase du match, c'est l'interruption de la rencontre Mm. due aux errages. Ça aurait pu vraiment changer le match parce que le match a été arrêté près de 2 heures. À un moment, je me demandais, est-ce que le match va être annulé? Ça a quand même recommencé très tard aux petites heures du matin, si je ne me trompe pas. C'était ça pour moi la deuxième phase du match. Ouais, bon, c'était une phase du coup où il s'est pas passé grand-chose au niveau football, mais c'est vrai que c'est très important. Enfin, c'est forcément un élément important ce genre de break aussi long parce que ça peut tout changer. Ça permet aux joueurs de récupérer, de changer un peu leur mentalité, peut-être au coach d'arriver à remotiver son équipe et ça peut aussi entraîner pour l'équipe qui est devant au score un relâchement parce que quand on est dans son match et qu'on est devant, on peut déjà connaître un relâchement, même si c'est moins évident. Mais par contre, quand on a attendu 2 heures avant de rentrer sur le terrain et qu'on a 2-0, c'est un vrai relâchement. C'est comme si on avait fait un match aller-retour et qu'on avait gagné l'aller 2-0. Maintenant, c'est la deuxième partie qui recommence parce que en plus, c'était juste, c'était au début de seconde mi-temps, donc il restait quasiment une mi-temps complète à jouer. Donc, forcément, c'est toujours compliqué, je pense, de se remettre dans un match, que ce soit pour l'équipe qui est derrière ou devant. Mais je pense que c'est encore plus compliqué pour l'équipe qui est devant parce que faut vraiment éviter le relâchement. Oui, exactement. Et justement, la troisième phase du match, pour moi, c'était la deuxième mi-temps, les grands joueurs de Miami muaient les jeunes du CF Montréal au niveau. Honnêtement, c'était drôle de voir le, un Matuidi avoir de la misère dans son match et voir un Ahmed Hamdi, un jeune Égyptien, être vraiment en confiance. Je pense que c'est très révélateur du niveau de l'Inter Miami en ce moment et du niveau du CF Montréal. Tu as pensé quoi justement des gros joueurs de l'Inter Miami là, dans cette deuxième mi-temps?
Bah ouais, comme toi, très décevant, très décevant. Alors, je suis un peu plus déçu, moi, par l'efficacité d'un Higuaín que Matuidi, qui, je pense, fait un peu ce qu'il peut avec ce qu'il a autour de lui. Mais c'est vrai qu'Higuaín, c'est un peu plus compliqué. En fait, on pouvait penser que Higuaín se relancerait en MLS. Mais pour l'instant, on retrouve un peu encore le Higuaín de la Juventus, c'est-à-dire qui est là, mais qui n'est pas forcément toujours décisif et qui peut rater beaucoup. On l'a vu souvent depuis le début de la saison, qui a raté quelques occasions ou qui n'a pas réussi à faire la différence. Et je pense que c'est un vrai problème. Il va falloir qu'il fasse quelque chose et qu'il se remette en question parce que sinon, ça peut devenir assez problématique pour Miami, surtout que c'est un salaire important. C'est un joueur important de l'effectif. Il y a aussi son frère, donc ça peut, comment dire, ça peut créer des clans aussi si jamais ça se passe mal. Donc c'est vraiment, je pense, il va falloir qu'il se remette en forme et que ça reparte de l'avant. Oui, et moi, un autre joueur que j'ai critiqué du côté de l'Inter Miami, c'est un Rodolfo Pizarro. C'est un joueur que l'Inter Miami a quand même bien payé pour qu'il se Mm. joigne à leur club. Il a quand même un bon salaire, si je ne me trompe pas, autour des 3 millions américains. Et cette saison, en 5 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Et honnêtement, c'est loin d'être le meilleur joueur sur le terrain. On peut tout de suite y aller au top et flop. Pour moi, Rodolfo Pizarro, c'est vraiment mon flop du côté de l'Inter Miami. Euh, Toi, c'est qui ton flop? Ouais, moi, ce serait plutôt Higuaín, ouais, Higuaín parce que c'est un avant-centre de renom qui est censé être craint, qui est censé faire peur, peser sur une défense et il a été mauvais. Donc pour moi, oui, c'est Higuaín, Gonzalo Higuaín, je précise. Parfait. Et ton top? Mon top, ça va être assez facile, hein, mais ça va être Janssen. Il a inscrit un doublé. Je pense qu'il a lancé sa saison. Et ça, c'est une bonne façon pour lui, à mon avis, voilà, de prendre la confiance et de marquer un peu son empreinte dans un nouveau club pour lui. C'est toujours compliqué de se lancer. Donc maintenant, je pense que c'est une bonne chose de faite pour lui et ça va permettre de le libérer un peu. Oui, exact. Sinon, moi, pour faire original, un joueur que j'ai aimé et que j'aime depuis le début de la saison, c'est Rudy Camacho, qui a été souvent critiqué lors des dernières saisons. Et cette saison, il a l'air à faire un peu moins d'erreurs. C'était le genre de joueur il fait un bon 85 minutes, mais pendant 5 minutes, il fait des erreurs et ça coûte le match. Cette saison, ça semble plus être le cas. Sinon, mention spéciale à James Pantemis, qui a effectué son premier départ en MLS et du même coup, son premier clean sheet. Donc, félicitations à ce gardien québécois. Sinon, pour toi, c'est quoi la phrase du match? La phrase du match, et je pense malgré la tempête, malgré la tempête, l'impact a été, enfin l'impact, non, le Montréal CF a été plus fort. Parfait. Pour moi, c'est Miami, grand nom, petite équipe. Montréal, petit nom, grande équipe sur ce match. Donc, parfait. Maintenant, on va se déplacer du côté de l'Ouest pour le match Minnesota United contre les Whitecaps de Vancouver. C'était un match avec deux équipes qui avaient du mal en ce début de saison. Les Loons avaient 4 matchs d'effectués pour 4 défaites. Donc, ça allait très mal. Du côté de Vancouver, ça allait un peu mieux. Une victoire, un match nul, une défaite. 2 victoires, un match Deux nul, une victoires, ouais. défaite. Donc, ça allait un peu mieux. Mais c'est ça. Il y a quand même beaucoup d'attentes du côté de Vancouver avec les dernières saisons qui ont été assez difficiles. Donc, pour Marc Dos Santos, il faut qu'il livre la marchandise cette saison. Donc, quand même un peu de pression de son côté. Mais c'est ça. Il y avait de la pression du côté de Dos Santos, mais c'est plus pour la saison en général. Tandis qu'Adrian Heath, je pense que 5 matchs, 5 défaites, c'est peut-être la goutte qui aurait fait déborder le vase directement en début de Mm. saison. Donc, pour moi, la première phase du match, c'est Vancouver peut s'en vouloir. Les Whitecaps ont été les plus dangereux en première mi-temps avec plusieurs chances, mais il y a eu un manque de réalisme énorme. Ils ont eu près de 5 occasions dangereuses en première mi-temps et aucune est rentrée dans les buts. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, si, totalement. Au début de match, ils étaient vraiment en feu. Je pensais vraiment ils allaient inscrire le premier but parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions
Et à chaque fois, ça s'est joué à quelques détails. Ils ont pas réussi à concrétiser. Et après, je pense que ça reste un peu aussi dans les têtes quand on bute plusieurs fois sur le gardien, sur des occasions manquées, etc. Je pense que ça reste dans la tête après pour le reste du match et ça ne met pas dans une grande. Exactement, ça rentre dans la tête, ça rentre dans la tête de l'adversaire parce que un joueur comme Tyler Miller, on voyait clairement qu'il n'était pas forcément en confiance en début de match. C'était Dane Sinclair qui avait débuté la saison. Tyler Miller, on sait qu'il peut faire beaucoup d'erreurs en MLS. Et justement, il a fait des arrêts importants dès le début du match et il semblait invincible par la suite. D'ailleurs, ça coïncide avec la deuxième phase du match. Selon moi, c'est la montée en puissance des Loons à partir de la fin de la première mi-temps. On a vraiment vu, justement, après les occasions répétées, ratées des Whitecaps, à partir de la 30e minute, les Loons ont commencé à prendre plus confiance et à un peu plus gérer le match. Ouais, je suis d'accord, c'est pareil, ça s'est vu effectivement. Il y a eu, je pense qu'il y a eu un peu des vagues, un peu au début de match des Whitecaps, et ensuite les Loons ont réussi à reprendre la main sur le ballon, à retrouver avoir des occasions, à se remontrer dangereux, et jusqu'à, je pense, ça a duré, je pense que ça a duré un peu encore en début de seconde mi-temps. Après, il y a eu encore d'autres phases, mais ils ont eu, je pense, globalement une bonne demi-heure entre la 30e et la 60e. Oui, exactement. Et moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est en première mi-temps, c'est Robin Lloyd qui a eu une occasion, euh, une très belle occasion. Il était aux abords de la surface. Il a dribblé quelques joueurs avant de tenter son tir. Malheureusement, Crépeau était sur la trajectoire, mais vraiment, Robin Lloyd, selon moi, c'était un des bons joueurs de cette première mi-temps pour Minnesota. Et justement, la troisième phase, Vancouver a refait une petite vague, a repointé son iceberg autour de la 56e minute jusqu'à la 70e environ. Mais encore une fois, Tyler Miller était présent. Et vraiment, là, Tyler Miller a fait 5 arrêts dans ce match, mais c'était tout que des arrêts. Et finalement, c'est Ramon Abila, le nouveau venu de Boca Juniors, qui effectue son premier but en MLS. Et ce but, un très beau but de la tête, une déviation de la tête qui enlève une pression énorme sur Adrian Heath. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée de Ramon Abila et de son but? Ouais, c'est sûr. Alors, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé un peu avant, effectivement, on a l'impression que le premier qui allait marquer allait remporter ce match. Il y a eu un super coaching en faisant rentrer Abila qui 6-7 minutes après, inscrit son but. Il s'est montré tout de suite dangereux et ça a payé. C'est toujours, toujours impressionnant. Enfin, je pense que l'entraîneur, Yves, peut être content de lui parce que c'est toujours un signe de bon coaching quand on fait rentrer un joueur et qu'il marque quasiment aussitôt. Donc, très bonne rentrée de sa part. Il a su se montrer dangereux rapidement et inscrire le but que les Loons n'avaient pas réussi à inscrire jusque-là. Donc, vraiment une super rentrée de la part de Abila. Et une très belle passe aussi de Robin Lod d'ailleurs. Oui, exact. Robin Lloyd, qui a été pour moi un des meilleurs joueurs du côté de Minnesota. Et justement, grâce à cette victoire, Minnesota est désormais toujours dernier au classement. Parce que à cause de leur début de saison, qui s'était vraiment mal passé, ils sont toujours derniers. Différentiel de -6, tandis que Portland est à -4 et un match de plus de jouer. Donc, j'espère que ça peut leur redonner confiance, mais le sauvetage n'est toujours pas terminé. Pour toi, c'est qui tes tops et tes flops de cette rencontre? Pour mes tops, j'ai envie de mettre Miller parce que c'est un joueur qui, je pense, manquait effectivement de confiance au début du match et qui a sorti un très grand match, qui a fait, comme tu as dit, 5 arrêts, qui a été vraiment décisif, surtout en début de match où il a vraiment, je pense, écœuré un peu les Whitecaps. Donc pour moi, c'est lui l'homme du match. Après, il y a je pense qu'on peut aussi faire une petite mention à Robin Lod qui s'est montré dangereux, qui a été assez constant, qui s'est montré dangereux et qui a fait une passe décisive magnifique pour le but où Abila avait juste à caresser un peu le ballon de la tête pour la mettre au fond des filets. Donc voilà, pour moi, c'est Miller en 1 et on peut faire un petit coucou à Robin Lod.
Exactement, j'ai les mêmes joueurs que toi. Moi, pour mes flops, je trouve j'ai choisi Lucas Cavallini, mais c'est vraiment pas contre lui. J'aurais pu choisir Dajon, des joueurs comme ça. Mais en fait, c'est l'attaque des Whitecaps. Donc, j'ai pris Cavallini, c'est un peu le joueur de tête. Mais j'aurais pu, c'est ça, choisir Dajon ou même un autre joueur. Toi, c'est qui pour toi? Bah, je suis un peu d'accord avec toi. C'est dur de pointer vraiment un joueur qui a fait flop parce que il n'y a pas vraiment eu comment dire, d'effondrement en face hein, du niveau des Wildcats. C'était un match qui était quand même assez serré et ça s'est joué au plus opportuniste et au plus réaliste. Mais du coup, effectivement, bah, l'attaque qui n'a pas réussi à concrétiser ses moments forts. Donc, effectivement, ça peut être Dajov ou Cavallini. Mais oui, c'est pas non plus, on peut pas dire que ils ont fait un match horrible non plus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est Minnesota qui a fait un meilleur match que Vancouver, mais je pense que des deux côtés, c'est assez collectif, que ce soit pour les tops ou pour les flops. Ça a été Mm. une belle victoire d'équipe du côté de Minnesota. Maintenant, quelle est ta phrase qui résumerait bien le match? Bah, la phrase, je pense, ce serait voilà, une victoire qui va permettre de relancer Minnesota, une victoire importante pour Minnesota qui va permettre peut-être de lancer leur saison. Ouais, en fait, j'ai quasiment la même chose. Une victoire qui soulage les esprits à Minnesota. Donc, on voyait un Adrian Heath un peu plus calme à la fin de la rencontre. Donc, c'est ça, une victoire très importante pour Minnesota, mais le travail est loin d'être terminé pour eux. Maintenant, le dernier match, c'était les Earthquakes de San Jose qui accueillaient les Sounders de Seattle. Donc, c'était un match quand même intéressant. Les deux équipes qui avaient quand même un bon début de saison. San Jose était deuxième, Seattle premier. Donc, honnêtement, c'est ça. C'était les deux meilleures équipes de l'Ouest. Et c'est un San Jose que moi, je ne m'attendais pas à voir aussi haut en ce début de saison. Ils étaient à 3 victoires, une défaite, ce qui est quand même très bien pour cette équipe qui nous avait un peu déçus l'année dernière. Euh, Almeida, son système ne semblait pas fonctionner et je pense justement l'action qui représentait le mieux la faiblesse de son schéma tactique, c'était face aux Saunders lorsque Jordan Morris avait contourné la défense, mais vu que c'était du man-to-man, si tout le monde suit, ça crée un espace et le but avait suivi. Donc, vraiment, j'avais hâte à cet affrontement entre les deux meilleurs de l'Ouest. Et pour moi, la première phase, pardon, elle porte un nom, Rolden. Quel but à la 18e minute. Qu'est-ce que tu as pensé du but de Rolden, toi? Ouais, c'est un super but. Alors déjà, ouais, c'était une occasion très très chaude hein, des Sounders parce que ça a fallu faire un CSC juste avant. Le gardien qui est un peu sorti, ils sont pas bien parlé avec les défenseurs et ils ont eu du mal ensuite à se relancer. Ça tombe dans les pieds de Roldan qui prend le temps de contrôler et qui fait un but magnifique à l'entrée de la surface, vraiment imparable pour le gardien qui venait juste de se remettre de ses émotions. Et c'était hyper important, sachant qu'avant, il y avait eu une, alors, pas une opportunité de penalty, mais un penalty Ouais. refusé pour San José pour une main qui finalement était collée au corps, mais donc tout à fait logique. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait un vrai contraste dans ce match-là, parce qu'on passe d'un penalty potentiellement pour San José à l'ouverture du score pour les Sanders. Exactement, exactement. C'est ça, c'est vraiment. Il y avait la main collée sur le corps. San Jose était peut-être un peu dégoûté, mais écoute, c'est ça le soccer. Donc, alors qu'ils auraient pu mener 1-0, 2 minutes après, ils tiraient de l'arrière 1-0. Et j'ai quand même aimé la réaction de San Jose dans cette rencontre. Euh, Justement, ça m'apporte à la deuxième phase. Dès que le but a été inscrit, les Earthquakes ont repris les choses en main et ont vraiment de plus en plus dominé les Sounders de Seattle qui avaient perdu Jordi Delem à la 9e minute sur blessure, donc coup dur. Donc, c'est ça, vraiment, la deuxième phase pour moi, c'est les Earthquakes qui reviennent, qui tentent de revenir. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais
T'as-tu aimé l'attitude des Earthquakes dans cette rencontre de ne pas laisser tomber? Ouais, c'est vraiment une super attitude. Ça a pas payé pour eux, c'est dommage parce qu'ils auraient mérité, je pense, d'au moins racheter le nul. Parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé ensuite dans le suite du match, bah, c'était le but, c'est le seul tir cadré des Sounders. Donc après, c'était pas trop en danger et les Earthquakes ont bien poussé, on fait tout ce enfin, ont essayé de faire leur maximum pour inscrire un but, mais ça n'a pas payé. Et, ils ont jamais quand même, enfin, malgré ça, ils n'ont jamais lâché. Ils ont toujours essayé de se montrer dangereux, mais jusqu'au bout, la défense et Fry se sont montrés solides. Oui, exact. Et honnêtement, moi, je m'attendais à ce que les Earthquakes reviennent pour ma part. Quand j'ai vu Wondolowski rentrer à la place de Kate Cowell, je me suis dit, est-ce qu'on va vivre la même chose que face au Real Salt Lake, au Real Salt Lake, 2 buts de Wondolowski dans les 10 dernières minutes. Et je pense que c'est justement là qu'on a vu l'expérience des Sounders de Seattle comparé au Real Salt Lake. Les Sounders sont habitués de bien défendre. Et on l'a vu, écoute, oui, San Jose aurait pu marquer quelques buts, mais les Sounders ont jamais vraiment lâché. Ils ont fait aucune erreur, j'ai trouvé, dans cette rencontre. Donc, est-ce que tu as aimé, toi, pour ta part, la défense de Seattle? Ouais, c'était une défense hyper solide. On l'a vu tout le match, ça a été compliqué. Enfin, ils ont subi beaucoup d'attaques de la part des Earthquakes. Ils voulaient absolument remonter au score, mais ils n'ont pas lâché. C'est vraiment ce qui montre, enfin, c'est vraiment ce qui montre la force d'une équipe, pardon. C'est cette solidité défensive et je pense que ce sera compliqué de renverser les Sanders cette année parce que s'ils ont cette solidité défensive-là, ils peuvent en tout cas partir sur de bonnes bases pour ensuite construire un jeu offensif. Exactement. Et pour moi, la troisième phase du match, c'est Alex Roldan. Écoute, à la toute fin du match, Stephen Fry se blesse malheureusement au genou. Finalement, on a appris en fin de match que c'était pas forcément sérieux, mais c'est ça. Alex Roldan se doit d'aller dans les buts et il n'a pas été très, pardon, très actif, mais il a fait quand même 1 ou 2 arrêts et j'ai quand même trouvé ça très rigolo. Donc, c'était ça pour moi la troisième phase du match. Ouais. Euh, Alex Roldan dans les buts. Ouais, c'est toujours un peu marrant de voir un gardien être obligé de sortir, un joueur de champ en pile élégant. Mais il n'a pas été ridicule. Après, il n'a pas non plus été mis en très très grand danger, mais il a assuré ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas duré très longtemps non plus, mais c'est vraiment important, bah, c'est d'assurer le score et de tenir, et c'est ce qu'il a fait. Donc, bon, chapeau à lui. Je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire au gardien en cage au prochain match, mais en tout cas, il a fait ce qu'il fallait faire. Ouais, et moi, j'ai surtout une pensée pour Spencer Richie, le deuxième gardien de Seattle, qui n'a pas pu rentrer dans le match parce que tous les changements avaient été effectués. Donc, c'est très, très dur pour ce joueur qu'on a quand même vu à plusieurs reprises avec Cincinnati à leurs 2 premières saisons en MLS. Donc, ça aurait pu être son occasion de montrer qu'est-ce qu'il a avec les Sounders, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, c'est qui pour toi les tops et flops de ce match? Bah, pour moi, le top du match, c'est Roldan, parce que bah, clairement, son but est magnifique. Il a fait ce qu'il fallait faire. Christian Roldan, pardon, je précise, Ouais. pour ceux qui nous écoutent. Mais ouais, pour moi, voilà, il marque un super but. On sait que dans ce genre de match, c'est des oppositions hyper compliquées. Et c'est très important de marquer le but parce que c'est souvent ce qui change, ce qui détermine le gagnant du match. Donc, marquer le premier but, c'était hyper important. Il l'a fait, donc bravo à lui. Et c'est un super match de sa part. Oui, exactement. Ben moi, mon top, c'est la famille Roldan. Donc, Christian Roldan pour son but et Alex Roldan pour avoir gardé son équipe de, de l'avant en fin de match. Donc, pour moi, c'est la famille Roldan. Et pour moi, le flop, c'est Javier Lopez, le milieu offensif de San Jose que j'ai trouvé assez faible dans cette rencontre. Il a d'ailleurs été sorti à la 65e minute, mais honnêtement, ça a été très faible. Je m'attendais un peu plus de sa part là, dans cette rencontre, car c'est quand même un joueur qui va être important si les Earthquakes veulent se rendre loin dans la compétition.
Ouais, pour moi, ce serait plutôt le gardien, tout simplement, James Marcinkowski, qui des San José, parce que en fait, il a pas eu beaucoup de choses à faire dans ce match-là, mais il l'a pas fait, donc c'est vraiment dommage. Même si sur le but, c'est très compliqué de l'arrêter, sur l'action qui amène le but, il se trouve un peu et ça met un peu le gaspillage dans la défense et c'est ça qui amène le but. Donc c'est dommage. Je pense que voilà, c'est un élément important pour lui. Si jamais il avait fait une bonne sortie, il laissait soit son défenseur capter le ballon ou alors assurer de prendre le ballon, ça aurait pas amené au but. Donc voilà, pour moi, c'est une faute assez importante et c'est pas pardonnable. Parfait. Et pour toi, la phrase du match? À la fin du match, toute simple, je dirais, voilà, à la fin, c'est toujours Seattle qui gagne. Parfait. Moi, c'est Seattle déjà au top de l'Ouest. Donc, Seattle qui, avec cette victoire, a repris le premier rang est assuré d'y rester pour au moins une semaine, car la seule équipe avec autant de matchs joués, avec moins de matchs joués, c'est le LA Galaxy à 4 points. Donc, ça va être intéressant à suivre ce match du LA Galaxy. Mais non, vraiment, Seattle au top. Euh, Juste pour finir comme ça, est-ce que jusqu'à présent, en ce début de saison, tu sais, il y a 4 à 5 matchs de jouer, est-ce qu'il y a une équipe qui te surprend, soit à l'Est, soit à l'Ouest? Ouais, alors il y a une équipe qui me surprend positivement, c'est Montréal. Je m'attendais franchement pas à un début de saison comme ça et ils sont solides. Ils ont perdu qu'une seule fois, mais voilà, c'est une équipe qui est assez sérieuse en ce moment, qui réussit plutôt bien et je pense qu'il peut faire une belle saison. Donc c'est une bonne surprise. Parfait. Moi, pour ma part, je dois dire que Austin, quand même, neuvième avec juste 4 matchs de jouer. Je m'attendais à les voir peut-être un peu plus faibles, peut-être à la place justement de Portland, des choses comme ça, parce que honnêtement, leur gardien, moi, pour ma part, je suis loin d'être un fan de Brad Struver. Et c'est ça, le voir débuter à chaque match, je pense qu'il y a moyen qu'il soit le titulaire pour toute la saison. Donc, vraiment, félicitations à lui, car il n'avait pas fait énormément de matchs en MLS. Il a 30 ans, mais il a seulement fait, il a seulement fait 22 matchs en MLS. Donc, honnêtement, c'est ça, en un peu moins de 10 ans, il a fait 20 matchs, donc en moyenne 2 matchs par saison. Donc, je ne m'attendais pas à le voir partant et le voir starter avec Austin et faire des arrêts importants, moi, ça me surprend. Donc, pour moi, c'est Austin, il me surprend cette saison. C'est ça, je les attendais peut-être un peu plus dans le bas du classement, mais on va parler à une prochaine fois. Ouais, Donc, après, merci d'être venu, Raphaël. merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir et honnêtement, c'est ça. Si vous voulez peut-être en savoir plus sur les rebranding ou tout ce qui tourne autour du marketing sportif, je vous invite à aller lire les articles de Raphaël sur Culture Soccer. Ses retours vers le futur sont très, très, mais très intéressants et ses modes d'emploi de comment créer les franchises, honnêtement, c'est des bijoux. Donc, allez regarder ça sur Culture Soccer. Merci, c'est gentil. Parfait. Et merci à vous d'être encore une fois là cette semaine à nous écouter, chers auditeurs et auditrices. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine.